Dans cette séquence, nous allons présenter un bref panorama des monnaies complémentaires en distinguant 4 générations de monnaies qui se caractérisent par une organisation monétaire spécifique et des rapports particuliers au monde socio-économique et aux autorités publiques. Depuis les années 1980, on assiste à un double processus. Un processus de multiplication des dispositifs de monnaie complémentaires à l'échelle mondiale, au nord comme au sud, et à un processus de différenciation par leur diffusion. Ceci est le produit d'une adaptation aux conditions socio-économiques locales, mais également de l'activation d'une culture de l'expérimentation et de la prise de conscience que la monnaie est malléable, c'est-à-dire que l'on peut l'adapter à des fins qu'il appartient aussi à la société civile de définir. Les évaluations, même si elles souffrent d'un manque d'exhaustivité, s'élèvent à environ 5000 monnaies complémentaires dans plus d'une cinquantaine de pays. On peut ainsi distinguer 4 générations de dispositifs dans la vague contemporaine qui se caractérisent par une organisation monétaire spécifique et des rapports particuliers au monde socio-économique et aux autorités publiques locales. Ces générations ne se succèdent pas, mais s'imbriquent. L'émergence d'un dispositif d'une génération nouvelle ne met pas fin aux précédentes et se transforme, c'est-à-dire que l'innovation au sein d'une même génération peut lui redonner une vigueur. La première génération de monnaies complémentaires apparut avec le modèle des LETS, Local Exchange Trading System, dans les années 1980 et sera particulièrement active jusque dans les années 1990. Initié par les LETS canadiens, le mouvement essaimera en Grande-Bretagne, puis en France avec les SEL, les systèmes d'échange local. Ces monnaies sont fréquemment basées sur le temps, l'heure d'activité, bien que cela ne soit pas suffisant pour permettre une fixation généralisée du montant des échanges, dès lors notamment que des biens sont échangés et non plus seulement des services. Dans cette première génération, nous classons également le trueque argentin. Il se déploie dans un espace autonome sous la forme de foires régulières tenues par des bénévoles. Pour y échanger, il faut adhérer, être formé au fonctionnement du club local et recevoir des bons de monnaie papier qui permettent d'engager de premiers échanges. Ce qui est privilégié est la production par les usagers eux-mêmes qui deviennent prosommateurs, c'est-à-dire à la fois producteurs, obtenant ainsi la monnaie interne, mais également consommateurs dépensant ainsi cette monnaie. Pour reprendre les caractéristiques des monnaies évoquées par Jérôme Blanc dans sa séquence sur la coexistence de la pluralité des monnaies, ces monnaies ont pour caractéristique d'être formellement inconvertibles, c'est-à-dire qu'il est impossible de convertir de la monnaie complémentaire en monnaie nationale. Ce sont également des monnaies dites de crédit mutuel, c'est-à-dire sans création de monnaie au préalable. Les comptes des membres qui s'engagent dans un échange sont simultanément crédités pour celui rendant le service et débités pour celui recevant le service. Sauf exception, il s'agit donc essentiellement d'échanges non professionnels visant l'entraide interindividuelle, tandis que peu de partenariats sont noués avec des collectivités locales. Si l'on met de côté l'exceptionnel cas argentin, ces dispositifs de première génération n'ont pas cessé de prendre de l'ampleur. On en recensait 1412 en 2012. Tout comme les LETS et les SEL, les banques de temps, ce sont les dispositifs de deuxième génération, établissent des monnaies de crédit mutuel. Mais ces échanges sont concentrés exclusivement sur les services, contrairement à la première génération, tandis que leur comptabilisation se fait sur la base du temps consacré à leurs prestations. Les échanges obéissent ainsi à un strict principe d'égalité. 1 heure est égale à 1 heure, quel que soit le service fourni. Chaque membre dispose d'un compte temps qui comptabilise les services reçus et les services rendus. Nous aborderons leur fonctionnement dans la prochaine séance. Contrairement à la plupart des expériences de type SEL ou LETS, les banques de temps peuvent entretenir des liens étroits avec des collectivités locales ou des organisations de l'économie sociale et solidaire afin de satisfaire des objectifs sociaux et non économiques. C'est le cas des banques de temps italiennes ou britanniques. Certains dispositifs proches des banques de temps sont davantage articulés à des acteurs tels que des fondations. Ainsi, cette deuxième génération a-t-elle été prolongée depuis les années 2000 par le modèle québécois de l'accorderie, qui combine l'échange de temps et des services collectifs dans l'objectif de lutter contre l'exclusion et la pauvreté. Ce modèle des accorderies sera explicité dans la séance 3 de ce MOOC. On recensait 1715 banques de temps en 2012.
Une troisième génération de monnaie complémentaire démarre avec l'Itaka-Hour, une monnaie créée en 1991 à partir du constat de l'échec de la mise en place d'un LETS et des limites qu'induit le principe de crédit mutuel pour développer des transactions incluant des prestataires professionnels. Ce type de monnaie connaît un second souffle depuis le début des années 2000 dans des contextes allemands, dont la monnaie la plus connue est le Kimgauer, et brésilien avec le cas des banques communautaires de développement, notamment sur le modèle de la Banque Palmas. Ce n'est qu'un peu plus tardivement qu'elle apparaît en Grande-Bretagne avec les monnaies locales de quelques villes en transition, notamment à Totnes, Brixton ou encore Bristol. Entre-temps, elle a fait son apparition en France avec l'occitan à Pézenas et l'abeille à Villeneuve-sur-Lot, au tout début de 2010. La dynamique de création de nouvelles monnaies complémentaires s'inscrit en France dans ce modèle et en 2017, on comptait une quarantaine d'expériences en cours, dont le SCHCO qui sera explicité dans la séance suivante, et un nombre équivalent en projet. On comptabilise environ 200 monnaies locales dans le monde. Contrairement aux monnaies précédentes, une équivalence fixe lie la monnaie locale à la monnaie nationale et des formes de convertibilité sont établies. L'émission de monnaie locale est couverte par une réserve en monnaie nationale équivalente. L'entrée dans le système est facilitée par le fait que ces monnaies sont gagées sur l'euro et s'échangent toujours à parité. Ainsi, contrairement au dispositif précédent, il est nécessaire de convertir la monnaie officielle, des euros par exemple, en monnaie locale pour pouvoir ensuite l'utiliser au sein du réseau monétaire. Si la sortie par conversion de monnaie locale en monnaie nationale n'est pas toujours acceptée, lorsqu'elle l'est, généralement seulement pour les prestataires, des pénalités de sortie cherchent à limiter les risques de revente en masse de la monnaie locale. Elles prennent également une forme papier, même si des versions numériques sont progressivement mises en place pour compléter leur circulation. Ces monnaies visent les actes de consommation quotidienne des populations locales et reposent donc sur leur acceptation par des entreprises et des commerces locaux. Elles promeuvent des formes d'ancrage territorial des activités productives et commerciales et affirment parfois chercher leur relocalisation. Au cœur des réflexions ayant abouti à leur mise en place s'exprime en effet la volonté d'engager une démarche de transformation économique et sociale pour l'avenir des sociétés à partir d'actions citoyennes initiées dans une logique bottom-up, afin d'améliorer la résilience du territoire face à des chocs. Cette orientation économique et ce souci d'efficacité et de maturité conduisent de plus en plus à chercher des coopérations adéquates. À cet égard, des partenariats avec des banques locales, par exemple avec le Crédit municipal dans le cas du Sol Violette à Toulouse, ou des collectivités locales, peuvent être déterminants, comme dans le cas du Bristol Pound. Nous reviendrons sur la nécessité de ces partenariats dans la séquence 6 et 7 de cette séance. La quatrième génération de monnaie complémentaire a commencé à émerger au début des années 2000. Elle a pour particularité de combiner plusieurs objectifs, jusqu'ici demeurés séparés, et d'intégrer plus qu'auparavant la préoccupation environnementale. La multiplexité de ces projets alourdit d'autant l'ingénierie nécessaire et contraint à rechercher des solutions techniques coûteuses. Cela conduit aussi à nouer des partenariats complexes, rapprochant collectivités locales, acteurs économiques et organisations ou programmes nationaux, voire européens, et à faire des expérimentations avant de se lancer à une échelle plus large. On fera un rapide tour d'horizon sur ces monnaies et leurs défis dans la prochaine séance. Ces monnaies ont pour finalité la valorisation de comportements dits vertueux, des éco-gestes ou des éco-comportements, voire des actes de consommation responsables, tout en étant généralement connectés à des échanges marchands. Par exemple, l'éco-ERIS visait un double objectif. D'une part, encourager les comportements durables, positifs pour l'environnement et pour les habitants, et d'autre part, soutenir le développement économique local. Mais le projet avait également comme objectif d'inciter à la création de liens et de cohésion sociale. La région Bruxelles-Capitale a initié et financé la mise en œuvre de ce dispositif début 2012. Pour obtenir des éco-iris, les citoyens devaient réaliser des éco-gestes préalablement définis, comme par exemple l'utilisation des transports en commun, la réduction de la facture d'énergie ou de la consommation d'eau, la participation à un compost ou un jardin collectif, la création d'un potager, l'adoption d'un pied d'arbre, l'achat d'un vélo. Une fois les éco-iris obtenus, le citoyen pouvait ensuite les dépenser contre des produits ou des services auprès de commerces partenaires dans le domaine de l'alimentation, la santé, l'habillement, les soins, etc. D'autres dispositifs ont émergé, comme le Toreke ou le e-porte-monnaie en Belgique. Dans l'ensemble,
Ces systèmes restent peu nombreux, tant ils s'avèrent lourds à installer en termes financiers comme dans l'ingénierie requise. On en comptait une dizaine dans le monde en 2012. Les monnaies complémentaires sont diverses, tant dans leurs architectures monétaires que dans les moyens mobilisés et les démarches mises en place. Cependant, elles partagent des potentialités communes au regard des enjeux territoriaux. Nous allons aborder dans les séquences suivantes ces potentialités, en commençant par la territorialisation des activités, puis la dynamisation des échanges, puis la transformation des pratiques et des représentations sociales. Au préalable, il faut souligner que dans tout projet de monnaie complémentaire, le ou les objectifs visés doivent être au cœur du processus de création, de mise en œuvre et de développement de tels dispositifs. Ces objectifs déterminent nombre de caractéristiques organisationnelles et monétaires. La plasticité de la monnaie permet son adaptation aux finalités que les acteurs ont définies. L'intégration des monnaies complémentaires dans un territoire ouvre à différents potentiels de développement, durables ou non, dépendant des choix politiques, sociaux et opérationnels réalisés lors de la configuration de la monnaie, puis du suivi de sa mise en œuvre et des moyens mobilisés.